À la fin de l'année 2023, j'ai rempli le plafond de versement à hauteur de 150 000 sur mon plan épargne action. Et depuis, j'ai pas touché à mon portefeuille. Aujourd'hui, on est début septembre et après un bon premier semestre, malgré une petite frayeur en août, on reste sur une très bonne performance puisqu'on est à quoi, trois quarts de l'année et on est déjà à plus 15%, ce qui mène l'état de notre portefeuille à 192 000 euros sur l'ensemble des lignes qui n'ont pas bougé depuis les dernières fois puisque je n'ai fait aucune transaction récemment. Et souvent, j'ai des commentaires qui me demandent, d'accord, donc la phase d'accumulation, elle est passée. Qu'en est-il de la phase de retrait? Comment tu vas faire des retraits? Comment tu vas choisir de liquider quelle ligne ou quelle ligne? Et sur quel format pour pouvoir récupérer des dividendes, pour pouvoir réaliser tes plus-values? Et je pense qu'il y a vraiment une incompréhension quant au regard de la question des plus-values latentes qu'il faudrait les réaliser ou à l'idée de retirer de l'argent via des dividendes. Alors effectivement, le PEA a cette caractéristique que c'est une enveloppe fiscale absolument fermée. Moi, en l'occurrence, j'ai une écrasante majorité de toute manière de, de fonds qui sont capitalisants, c'est-à-dire que dès que je reçois des dividendes, ils sont réinjectés dans le cours des fonds que je détiens. Mais de toute manière, même si j'avais des dividendes, ils iraient dans le solde espèce du PEA, et donc en l'état, je ne pourrais pas les utiliser. Donc c'est vrai que si je fais aucune démarche, je ne suis pas en mesure aujourd'hui d'utiliser les gains de mon PEA. Sauf que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le PEA, c'est une enveloppe fiscale, c'est l'enveloppe fiscale la plus performante et la plus intéressante, puisqu'elle permet de vous exonérer en totalité de l'impôt sur le revenu après, après 5 ans de détention. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, le PEA, c'est non seulement l'enveloppe fiscale que vous devez remplir en premier si votre objectif c'est de capitaliser, c'est-à-dire que si votre objectif c'est de gagner de l'argent sur les 5, 10, 15, 20 prochaines années, il faut investir cet argent sur le PEA et non pas sur un compte titre ordinaire et non pas sur une assurance vie. Pourquoi? Parce que sur l'assurance vie, l'avantage fiscal, déjà, il y a un abattement avec un plafond, ce qui fait que ce n'est pas forcément évident d'en profiter, mais surtout, l'assurance vie, eh bien, il y a des frais de tenue de compte, des frais d'entretien de l'enveloppe fiscale, qui sur Boursorama sont de 0,75%, sur d'autres sites peuvent descendre à 0,65, peut-être 0,50%, je ne suis pas sûr que ça existe, mais même à 0,60 à 0,50%, c'est des frais annuels sur l'ensemble de votre portefeuille. C'est-à-dire que concrètement, euh, ça représente vraiment une performance qui est rognée année après année, et sur 10, 20, 30 ans, eh bien, ça représente des sommes absolument colossales. C'est pas pour rien que l'assurance vie vous est proposée en priorité par votre banquier, c'est parce que l'assurance vie, c'est le placement préféré de votre banquier, parce que c'est le placement qui va générer le plus de revenus pour la banque. Parce que vous allez mettre votre épargne dessus, et après, en fonction de ce que vous allez mettre, peu importe en fait pour votre banquier, hein, que vous ayez des fonds d'action plutôt agressifs ou des fonds d'obligataires plutôt défensifs, sauf si vous refile les fonds de sa propre banque, ce qui arrive, de manière générale, du moment qu'il y a de l'argent et beaucoup d'argent sur votre assurance vie, eh bien, il va pomper un petit peu moins de 1% par an et ça va très vite faire monter la facture. Donc, ça, on comprend bien, c'est pour ça qu'on doit investir sur le PEA en premier, parce que le PEA, il n'y a pas de frais annuels. Sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est que euh, une fois qu'on rentre en phase de retrait, eh bien, il faut avoir la vision totalement inverse. Vous avez investi en premier dans votre PEA parce que c'est la meilleure enveloppe fiscale, et donc, dès que vous serez en phase de retrait, c'est l'enveloppe fiscale que vous devrez, j'ai envie de dire, euh, vendre petit à petit en dernière. Et oui, parce que plus longtemps vous gardez de l'argent et plus longtemps vous gardez le plus d'argent sur votre PEA, plus vous allez pouvoir capitaliser, vous allez pouvoir faire jouer les intérêts composés, et tout ça à l'abri de la pression fiscale. Et donc, de manière générale, c'est quoi la stratégie de retrait? La stratégie de retrait, en fait, c'est une fois que vous avez maxé votre PEA, probablement que dans 95-99% des cas, vous n'avez pas assez d'argent pour vous déclarer indépendant financièrement. Donc vous n'allez pas taper dans votre PEA pour vivre. Par contre, vous allez continuer à investir autre part. Sauf qu'il y a un plafond dans le PEA. Donc après 150 000, vous allez choisir si vous investissez en assurance vie, si vous investissez en compte
compte titre ordinaire, et c'est typiquement dans ce compte titre ordinaire, dans cette assurance vie, qu'il faudra taper en premier. Et le PEA, c'est vraiment ce qu'il va falloir liquider en tout dernier. Parce que plus longtemps il reste intact, plus longtemps il reste intouché, plus il cumule. Et en plus, il y a quelque chose d'assez particulier qu'il faut savoir en termes de plafond de versement sur le PEA. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, mon PEA, j'ai investi 150 000 euros. Il vaut 190 000 euros. Si demain, je veux acheter une maison, je retire 100 000 euros. Il me reste 90 000 euros. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en retirant mes 100 000 euros, je ne, je ne me donne pas le droit de réinvestir à hauteur de 150 000 euros. C'est-à-dire qu'en fait, là, ce plafond des versements de 150 000 euros, il est permanent et il ne bougera pas. C'est-à-dire que là, le PEA que vous voyez devant vos yeux, je ne pourrai jamais rajouter de l'argent dessus. Le seul cas où je pourrais le faire, c'est si je liquide ce PEA entièrement, c'est-à-dire que je vends la totalité des actions, je le détruis, et j'en crée un autre. Et dans ce cas-là, évidemment, quand je recrée un autre PEA, eh j'ai de nouveau un plafond de versement à 150 000. Sauf que le problème, c'est que faire cette opération, ça pose deux soucis. Déjà, ça veut dire que vous payez des frais de transaction parce que vous liquidez à la sortie tout votre PEA et ensuite vous réinvestissez dans un nouveau PEA. Et le deuxième problème, c'est que vous réinitialisez l'horloge fiscale. Parce que le PEA, il a besoin d'avoir une ancienneté de 5 ans pour avoir cet avantage de pouvoir vous exonérer entièrement de l'impôt sur le revenu. Moi, typiquement, ça va arriver en 2025, mais si je retire 100 000 euros pour acheter une maison, puis du coup, je me dis, ok, j'ai 90 000 euros dessus, mais c'est pas très rentable, j'ai envie d'avoir plus que 90 000 euros sur l'enveloppe fiscale la plus rentable. Donc je me dis, je vais faire quoi? Je liquide mon PEA, j'en ouvre un autre, et je remets 150 000 euros sur l'autre. Oui, sauf que l'autre, eh bien, il aura cette date d'ouverture fiscale qui va être actualisée. Et donc, ça va repousser dans le temps ma capacité à pouvoir retirer de l'argent. Donc ça, c'est quelque chose effectivement qu'il faut prendre en compte. Et c'est une raison de plus pour ne pas retirer de l'argent du PEA, que ce soit entièrement ou totalement, tant que ça n'est pas obligatoire. Donc, euh, à toutes les personnes qui me demandent, oui, comment je vais retirer, est-ce que je vais retirer tous les mois, est-ce que je vais retirer tous les ans? Non, je ne vais pas retirer tous les mois, je ne vais pas retirer tous les ans. Euh, je vais autant que possible faire en sorte de garder mon PEA, qui est l'enveloppe fiscale la plus intéressante, indemne finalement de tout retrait, pour qu'elle capitalise un maximum. Et pour le coup, le reste de mes investissements, eh bien, qui se fera sur compte titre ordinaire, qui se fera sur des livrets totalement liquides, eh bien là, il n'y a pas de souci. Je peux piocher dedans à tout moment. Alors, il ne s'agit pas de dire que cet argent, il est totalement bloqué. Bien évidemment que si j'ai besoin de faire un achat important, si j'ai besoin de débloquer une somme d'argent importante, il est là pour ça. La question n'est pas là. Mais en tout cas, il doit être utilisé en dernier recours. C'est juste ça qu'il faut bien avoir en tête en termes de priorité. Et effectivement, pour répondre à la question de manière un peu plus pratico-pratique, comment je fais une fois que j'ai mon PEA et que je veux générer des revenus avec, si tant est que j'ai plus d'argent sur mon compte titre ordinaire, si tant est que j'ai plus d'argent sur mon assurance vie, si tant est que j'ai plus d'argent sur mes livrets, parce que c'est ça dont il est question. Mais admettons que ce soit le cas, et bien dans ce cas-là, effectivement, vous ne pouvez pas générer de revenus en investissement dans des actions à dividendes qui vous verseraient des dividendes régulièrement. Donc ce que vous faites, c'est que vous vendez une partie de votre portefeuille petit à petit. Alors ça peut paraître très contre-intuitif et on peut avoir l'impression euh, d'attaquer son capital en faisant ça plus qu'en ayant par exemple des actions à dividendes, sauf qu'en fait, le résultat comptable et financier est absolument le même. C'est juste que quand vous vendez une partie de votre portefeuille, eh bien c'est vous qui avez la décision sur le montant, alors que quand vous recevez des détachements de dividendes d'actions, eh bien c'est la direction de l'entreprise qui dit bon bah ok, on enlève 1% des revenus et on les donne à nos actionnaires plutôt que de les comptabiliser dans notre bilan et dans notre comptabilité. Donc finalement, vendre, c'est non seulement plus efficace fiscalement, mais c'est aussi beaucoup plus flexible. Parce que vous pouvez vendre beaucoup plus une année où vous avez besoin de beaucoup plus, et vendre beaucoup moins une année où vous avez besoin de vendre beaucoup moins. Vous n'êtes pas contraint par la direction d'une entreprise qui a décidé de verser un dividende plus gros ou plus petit cette année. Ensuite, bien évidemment, se pose la question des lignes. Qu'est-ce que je liquiderais en premier? Alors ça, c'est une question qui est beaucoup plus intéressante, puisqu'en fait, mon portefeuille, puisqu'il n'est pas optimisé selon, j'ai envie de dire, la stratégie classique qui dit, bon, bah, on a 100% ETF monde, la question se pose. Si vous avez 100% ETF monde, la question ne se pose pas, puisqu'en fait, votre allocation restera la même, même si vous retirez quelques pourcents pour le vendre. Par contre, moi, il est peu probable que je vende 2% de chaque ligne.
Donc en vendant une ligne plutôt qu'une autre, eh bien, je vais modifier l'allocation de mon portefeuille. Donc, alors il y a deux situations. Dans une situation plutôt normale, je pense que je liquiderais les lignes les plus petites qui sont les moins significatives pour une question de clarté. Typiquement, effectivement, cet ETF CAC 40, cet ETF Small Cap, bon, c'est des ETF que je pourrais liquider petit à petit. En priorité, je liquiderais évidemment aussi l'ETF Leverage USA, qui est l'ETF qui est le plus controversé et le moins adapté sur ma stratégie long terme. Et il y a un deuxième cas, c'est s'il y a eu un mouvement d'action qui est vraiment particulier entre les deux blocs que je possède. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment un gros bloc sur les marchés émergents en Asie et un gros bloc aux États-Unis. Et s'il y a vraiment un décalage, c'est-à-dire que si l'Asie, je ne sais pas, lors des 6 derniers mois, a fait 20% de plus que les États-Unis, bah, je vais plutôt avoir envie de vendre de l'Asie. A l'inverse, si l'Asie a été très mauvaise les 6 derniers mois et que les États-Unis ont éclaté l'Asie sur les 6 derniers mois, je vais plutôt avoir envie de vendre des États-Unis. Donc voilà, c'est juste une manière finalement de faire une mini réallocation, mais voilà, c'est vraiment pas significatif et de toute manière, c'est pas mon objectif, c'est juste une conséquence du fait de vendre parce que dans ma position, je ne souhaite pas rééquilibrer mon portefeuille. Si les États-Unis surperforment de manière constante année après année, bah oui, j'aurai de plus en plus des États-Unis et so be it, ça ne me pose pas de problème. Donc voilà un petit peu pour répondre à cette question des retraits. Si vous en avez d'autres,